Marie Montpetit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a exprimé que le moment est venu de reprendre là où nous étions arrêtés avant la pandémie. Cette déclaration fait référence, entre autres, au retour en classe à temps avec la reprise complète du programme d'enseignement, y compris la tenue des examens ministériels qui peuvent contribuer jusqu'à 50 % de la note finale. Les enseignants, les syndicats déplorent le fait de ne pas avoir été consultés. On en discute avec Léandre Lapointe, qui est vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et responsable du regroupement privé. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, Mme Montpetit. Bonjour. Donc, comment vous réagissez à cette déclaration du ministre? Ben, nous, on était quand même au courant là, qu'il y aurait, bien sûr qu'on a instauré le régime transitoire pendant la pandémie, là, un régime qui venait s'adapter là, à la réalité de ce qu'on vivait en classe. Mais bien sûr, il y avait aussi une perspective d'un retour à la normale. Maintenant, il y a eu le retour à la normale sanitaire l'année dernière. Là, on assiste à un retour pédagogique normal. On s'attendait à ça. Je pense que les enseignantes, les enseignants qu'on représente actuellement voient d'un bon œil le fait de pouvoir faire l'ensemble des programmes. Maintenant, c'est au niveau de l'évaluation et surtout de la valeur, je vous dirais, de l'examen du ministère, où on va passer du 20 % par exemple, au deuxième cycle du secondaire de la période transitoire à maintenant 50 % de la note de l'année, qui est le retour à la normale. Nous, ce qu'on entend, c'est qu'on dit, mais les enseignants et les enseignantes observent que dans les classes, malheureusement, on observe qu'encore nos élèves en tout cas, présentent certains retards au niveau de l'organisation, au niveau de l'autonomie, et on se dit que peut-être qu'il aurait été préférable d'avoir des marches supplémentaires, d'y aller de façon plus progressive, peut-être passer un 30-35 % et atteindre le 50 % de la normale peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, je vous dirais que ça amène une complexité parce que déjà de réintroduire l'ensemble des programmes, ce sera la tâche de cette année. Maintenant, est-ce que d'avoir un retour avec un fort pourcentage attribué aux examens du ministère, est-ce qu'on aurait pu attendre? Ben, nous, on pense que oui. Déjà, pour qu'on se comprenne, c'est ça. Donc, quand vous dites réintroduire l'ensemble des programmes, qu'est-ce que ça implique? Bon, ben c'est ça. Le régime pédagogique transitoire, il y avait 2 éléments. C'est-à-dire que le premier élément, c'est qu'on a tronqué une partie des savoirs, une partie des connaissances qui étaient dans les programmes. Donc, le ministère a ciblé des savoirs qui étaient plus de base ou plus importants. Donc, pour faire une moyenne, c'est environ le quart des savoirs, par exemple, d'un programme qui a été retiré pour que l'enseignante puisse cibler les savoirs les plus importants. Parce qu'avec tout ce qu'on vivait en pandémie, les difficultés d'enseigner, on se remet en place, on a tous des masques, une visière, puis on voit pas les sourires puis les visages des élèves. Donc, il fallait prendre le temps, tous les problèmes de socialisation, entre l'anxiété. Donc, c'était salutaire d'avoir des programmes plus allégés. Puis ça, c'était le deuxième élément, c'est que les examens du ministère ont baissé en importance aussi au niveau de leur pondération. Donc, voilà. Donc là, le retour à la normale, ça veut dire que ces 2 éléments-là reviennent. Ça veut dire que maintenant, on va enseigner les pleins programmes et les pourcentages là, des examens du ministère reviennent. Puis au niveau des examens, quand vous dites on aurait pu, là on parle des examens ministériels de secondaire 4 et secondaire 5? C'était l'exemple que je vous donnais, mais c'est pour tout le primaire ainsi que le secondaire. OK. Puis quand vous dites on aurait pu y aller de façon plus graduelle, l'inquiétude, c'est que cette pondération-là qui est tellement importante, mettre des élèves en situation d'échec parce qu'ils sont pas préparés suffisamment, ils ont pris du retard dans le fond à travers la pandémie puis à travers ils ont pas rattrapé complètement ces retards-là. Exactement. Puis c'est aussi leur capacité à suivre tout ça. Puis les enseignantes et les enseignants le disent bien, là, au niveau de leur concentration, au niveau de leur autonomie, de la gestion de leurs apprentissages. Parce que nous, une fois qu'on a donné les cours, l'élève, il doit gérer ses apprentissages, faire ses devoirs, étudier. Et on sent encore une fois cette année que j'ai enseigné pendant 16 ans en 3e secondaire. Puis ce que les anciens nous disent, c'est que on est habitués, on les connaît, les jeunes de 14-15 ans de 3e secondaire. Puis ce qu'ils nous disent, c'est qu'au retour de la pandémie, les jeunes qui sont devant nous, on sent pas qu'on a des élèves à la 3e année, on a du secondaire, on a l'impression d'avoir des deuxièmes secondaires. Donc c'est ça le retard là, qu'on dit. Donc ça fait en sorte que prenons le temps.
Puis nous, Mais notre c'est un solution... retard, juste encore là pour que je comprenne bien, quand vous dites, c'est un retard qui est académique, qui est sur les notions, ou c'est vraiment sur la façon d'apprendre, sur l'organisation? C'est quoi ces retards-là? Pourquoi ces élèves-là qui sont passés à travers une pandémie ont accumulé ces retards? Ben, il serait à deux niveaux. On voit, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Donc, vraiment, on sent que les jeunes qui sont devant nous ont besoin de plus de soutien, plus d'encadrement, d'être plus accompagnés. Vous savez, là, enseigner à la première année du secondaire ou à la quatrième année du secondaire, c'est deux mondes complètement différents. On a des jeunes plus autonomes, on sait qu'on a besoin des fois de moins insister sur certains éléments. Et maintenant, ben, les balises qu'on avait, ils doivent être adaptés, ils doivent être changés. Les élèves qu'on a actuellement, ils sont différents, ils sont moins autonomes, on doit les assister davantage. Donc, c'est pour ça qu'on a cette réserve. Mais nous, puis je vous dirais que on a une solution pour ça. C'est une solution qui fait pas mal l'unanimité. Ce serait un retour à un régime pédagogique qui offrirait 2 bulletins. Je ne sais pas si vous avez en mémoire, mais un autre élément, c'est que pendant la pandémie, on avait soustrait un bulletin. Donc, normalement, dans une année scolaire, il y a un bulletin au mois d'octobre, un au mois de janvier et un dernier au mois de juin. Et pendant la pandémie, on avait enlevé le bulletin d'octobre pour avoir une première communication, premier bulletin en janvier et un dernier en juin. Ça a été très, très apprécié. Pourquoi? C'est parce qu'on a pris le temps, on a soustrait des évaluations, ça nous donnait plus de temps pour se consacrer aux apprentissages. Parce que ça a été un bonheur, je dirais, pour l'ensemble des enseignantes et des enseignants, puis pour les élèves en bout de ligne, parce que on a pu prendre le temps qu'on avait besoin pour faire des apprentissages. Parce que la situation actuelle, là, imaginez, vous êtes une enseignante, vous arrivez en septembre, vous avez entre 32 et 34 élèves devant vous, et dans 1 mois et demi, vous devrez déjà faire une sanction et publier un bulletin à la fin octobre. Ça arrive très, très vite. Souvent, on n'a pas pris le temps d'évaluer l'ensemble de nos élèves, de les connaître, de savoir leurs forces, leurs faiblesses, qui a besoin de plus d'appui, qui a besoin de mesures. Et là, tout de suite, on arrive avec une sanction. Des études avec le bulletin chiffré. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait conserver cette chose-là, c'est-à-dire retarder la publication du bulletin en janvier, où là, on sera en mesure d'afficher une note pour le cours. Puis qu'à l'octobre, là, c'est important, il faut quand même garder la communication avec les parents, qu'à la fin octobre, on a une communication qui sera pas chiffrée, mais une communication pareille, c'est-à-dire dire voici ce qu'on identifie chez votre enfant, ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qui sera à travailler. Parce qu'on est seulement au mois d'octobre, on s'en va au mois de juin, il y a une progression, puis en ce moment, votre enfant, j'évalue qu'il a ces forces-là, ces faiblesses-là, puis on va l'accompagner, puis on sera au mois de juin. Souvent, malheureusement, faire un chiffre au cours au mois d'octobre, les jeunes, des fois, prennent ça comme une sanction plutôt qu'une information. On est en train de dire, moi, je t'évalue à ça, puis on va l'ensemble. Souvent, ça peut vous créer de l'anxiété, des fois, des pertes de motivation. Encore en maths, j'ai 68%, puis non, fais juste te dire, c'est là qu'on est, mais fais-moi confiance. Si tu suis mon cours, tu fais tes devoirs, on va aller vers la fin d'année. Donc, des fois, ça nuit au lieu d'aider de mettre une note très, très rapidement. Donc, on souhaite s'éloigner un peu de la logique récurrente de l'évaluation pour focusser sur l'apprentissage, puis donner une communication qui serait plus valable dès le mois d'octobre. Fait que ça, on pense que ça pourrait vraiment être une solution intéressante, fixée sur les apprentissages. Et là, l'examen du ministère à la fin de l'année, en juin, qui fera le bilan de l'année, là, on sera prêt. En tout cas, nous, on évalue que nos élèves seront mieux préparés à subir cet examen-là. Puis comment vous réagissez au fait que le ministre Drainville prend des décisions aussi importantes et peut-être lourdes d'impact, de conséquences, sans avoir consulté les enseignants? Je veux dire, c'est quand même ceux et celles qui sont au premier rang et qui sont capables d'évaluer justement au quotidien tous ces enjeux-là, puis ces retards, puis la progression des élèves. Il n'y a pas eu d'échange, de discussion avec le ministre avant qu'il prenne cette direction? Ben, il y a eu des échanges très courts. Moi, en tout cas, on a le ministère, ça je tiens à le dire parce que c'est important, le ministère de l'Éducation a été très proactif pendant la pandémie et on était en constante communication avec eux. C'est sûr que quand le régime transitoire a été annoncé, ils ont aussi annoncé la perspective d'un retour à la normale. Nous-mêmes, même au printemps dernier, on a encore une fois évoqué nos inquiétudes et la complexité que ça pourrait apporter. Maintenant, le ministère, il nous entend, puis ensuite, ils prennent leurs décisions. Des fois, on a un peu
l'impression de ne pas avoir pas avoir eu de poids dans la balance. C'est dommage. Mais je comprends, là, on entend le ministre, le ministre Drainville qui souhaite un retour à la normale, la pandémie, on veut avancer. Ben, tout le monde veut avancer, mais à quelle vitesse? Je pense que c'est ça la question. Tout le monde souhaite avancer, on veut revenir à la normale, on veut offrir des pleins programmes avec des diplômes crédibles. Puis, tu sais, quand on parle de niveler vers le bas, la question est importante, là. Nous, on souhaite que les élèves qui vont accéder à l'enseignement supérieur ou à la technique ou à l'université, quand on va leur décerner un diplôme d'études secondaires, on veut que ce diplôme-là ait une valeur. Hein? On veut pas niveler vers le bas puis faire réussir des gens qui ne devraient pas. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'on peut donner une diplomation crédible qui a sa valeur, tout en ayant une vitesse qui permet aux jeunes d'obtenir ces apprentissages-là, de développer leurs compétences et justement d'accéder au diplôme. Donc, la question, c'est, prenons le temps. Donnons le temps aux enseignants et l'espace pour pouvoir faire apprendre les jeunes. Je pense que la question, là, la réponse, elle est là. Donc, je pense que c'est vers là qu'on doit se diriger. Ah, Monsieur Lapointe, il y en a plusieurs qui ont parlé de génération COVID aussi, que tous ces jeunes-là qui se sont retrouvés soit pendant plusieurs semaines sans école du tout. C'était un peu, rappelons-nous, là, c'était très chaotique et très inégal aussi d'une école à l'autre, d'un centre de service à l'autre. Est-ce que les enseignants qui sont sur le terrain, bon, vous me dites, ils notent plusieurs retards, mais est-ce qu'ils ont l'impression que le rattrapage va se faire ou c'est une génération qui va être à vie marquée académiquement par ces retards-là? Excellente question, pas simple d'y répondre. Je vous dirais que les jeunes qu'on a actuellement, ils ont changé. Ils ont changé. L'omniprésence des écrans, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Ça, on sent que chez les enseignantes et les enseignants, on remarque que la présence des écrans a un impact sur les jeunes, sur leur capacité d'écoute. Avant, là, moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, on peut avoir un enseignant qui parlait pendant 45-50 minutes des 75 minutes du cours, puis c'est habituel. Maintenant, je vous le dis, là, si moi j'enseigne dans un cours plus de 20 minutes, même au deuxième cycle du secondaire, je risque d'avoir un taux d'attention dans ma classe énormément diminué. Donc, on doit on doit adapter notre enseignement à cette nouvelle réalité-là. Faire des séquences pratiquement de 10 ou 12 minutes là, pour pouvoir toujours avoir une attention. Parce que les jeunes sont habitués justement de cibler leur attention pas longtemps sur une même chose et de changer souvent. Donc, c'est rendu qu'on doit enseigner en s'adaptant à cette réalité-là. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. Il va falloir un jour, déjà, nous, on pousse des principes comme le droit à la déconnexion. Faut pas toujours. Oui, avec les écrans, on peut faire des activités pédagogiques vraiment stimulantes, vraiment intéressantes, mais je pense qu'on doit doser ces choses-là. Donc ça, c'est un aspect qu'on a remarqué parce que pendant la pandémie, vous le savez, nos jeunes ne pouvaient plus socialiser. Et ils socialisaient comment? Avec les réseaux sociaux, avec les écrans. Donc, on leur permettait beaucoup plus d'heures pendant la pandémie. Ils voient pas leurs amis. Donc, oui, ce soir, il va faire un petit peu plus d'écran. Et là, mais ça, c'est resté, là. Donc, il va falloir avoir un retour puis doser justement ces écrans-là. Parce que lorsqu'on se dit qu'on est une école puis qu'on utilise la technologie puis qu'un jeune a eu son iPad, un écran toute la journée, sur l'heure du midi, il va chercher son cellulaire dans sa case et que le soir, il est encore dans les écrans, en bout de ligne, ça a un impact. Puis il y a des experts qui se sont qui sont prononcés plutôt là-dessus, sur l'impact que les écrans peuvent avoir sur les jeunes, sur la santé mentale, sur la santé visuelle, sur l'activité physique et tout ça. Donc ça, on remarque que la pandémie a eu cet impact-là, c'est-à-dire une concentration qui est ciblée, plus courte. Et nous, on doit ajuster notre apprentissage là-dessus. Fait que est-ce que ça aura un impact? Sûrement, mais je pense que si l'école participe à favoriser ce droit à la déconnexion-là, je pense qu'on va pouvoir, les jeunes s'adaptent, là, je pense qu'on va pouvoir revenir à peut-être à une hygiène de vie plus saine. Là. Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui est responsable du regroupement privé. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Madame Monpetit.